Cette machine coûte plus de 100 millions de dollars. Et une poussière peut la tuer. Pas un missile, une poussière tombée lors de l'assemblage. Une microbulle d'air et la cellule éclate en vol supersonique. Un écart de 0,1 mm. Et sur un radar, vous n'êtes plus un moucheron, mais une cible. Le furtif n'est pas une peinture. C'est la technologie la plus fragile au monde. Je vais tout démonter. Les fours où l'on cuit le fuselage, les ateliers stériles comme des blocs, le moteur que 3 pays savent fabriquer. Mais le plus étrange, pourquoi un insecte envoie cet avion en réparation avec un mastic plus cher que l'or? La réponse, à la fin. Le défi majeur tient au fait qu'un avion de combat déteste par nature être discret. Pour voler vite, il lui faut des réacteurs puissants qui crachent des gaz brûlants à 1500 degrés Celsius. Pour manœuvrer, il lui faut des angles vifs et des ailes. Mais pour le radar ennemi, toutes ces surfaces métalliques acérées et cet échappement brûlant ressemblent à un projecteur dans une pièce obscure. Assembler un chasseur furtif moderne tient donc davantage de la fabrication d'un télescope spatial ou d'un bijou à 100 millions de dollars que du travail d'une usine aéronautique ordinaire. Tout commence par le fuselage. Contrairement aux anciens appareils rivetés avec des plaques d'aluminium classiques, le chasseur de 5e génération s'assemble à partir de matériaux composites et de titane. La fibre de carbone rend la cellule légère et robuste, mais travailler avec elle relève du cauchemar. Les pièces cuisent dans d'immenses fours spéciaux sous une pression et une température folles. Si lors de la cuisson se forme ne serait-ce qu'une bulle d'air microscopique d'un centième de millimètre, la pièce se désintègre en miettes lors de l'accélération supersonique. La précision de l'assemblage exige une stérilité absolue et un contrôle robotisé minutieux. L'erreur ne peut excéder l'épaisseur d'un cheveu humain. Si un seul espace entre panneaux est 1/10 de millimètre trop large, l'onde radar ennemi accrochera cette marche, rebondira et la furtivité sera immédiatement réduite à néant. Les ouvriers portent des combinaisons spéciales stériles et les ateliers ressemblent davantage à des blocs opératoires qu'à une usine traditionnelle. Des systèmes laser de pointe alignent chaque pièce avec une précision folle. Les ingénieurs passent des semaines entières rien que pour ajuster un seul élément de verrière au corps de l'appareil. Mais le plus coûteux commence lorsqu'il faut transformer la coque nue en véritable invisible. Entrent alors en scène les revêtements secrets. Ce n'est pas une simple peinture ordinaire, mais un cocktail chimique complexe contenant des particules métalliques microscopiques et des polymères spéciaux. Ces substances agissent comme un véritable piège à ondes radar. Quand le signal frappe la surface, le revêtement ne le renvoie pas vers sa source, mais l'embrouille à l'intérieur de sa structure moléculaire et transforme l'énergie radiofréquence en simple chaleur faible. Le processus d'application de ce revêtement représente un poste budgétaire qui fait pleurer les ministères de la Défense. Interdiction d'appliquer les matériaux absorbant les ondes à la main, au pinceau ou au pulvérisateur classique. Aucun humain ne peut maintenir une épaisseur parfaitement uniforme sur 12 mètres d'appareil. Trop fine, la couche rend l'avion détectable par la défense antiaérienne. Trop épaisse, l'appareil prend des centaines de kilos superflus et perd en maniabilité. On utilise donc des bras robotisés dans des caissons hermétiques où température et hygrométrie restent strictement contrôlées. Ces robots appliquent plusieurs couches avec une précision au micron. Un seul caisson coûte autant qu'une flotte d'avions de ligne 9. Le cœur de ce monstre d'acier, c'est son moteur. Concevoir un groupe propulseur de 5e génération relève d'un art maîtrisé par 2 ou 3 pays seulement. Le moteur doit propulser 20 tonnes à vitesse supersonique, sans post-combustion énergivore, tout en restant invisible au détecteur thermique.
Les ingénieurs ont créé des systèmes complexes où l'air brûlant de la chambre de combustion se mélange au flux extérieur froid avant même de sortir de la tuyère. La tuyère du moteur n'est pas circulaire, mais plate, équipée de plaques céramiques qui dissimulent les aubes brûlantes aux têtes chercheuses ennemies. Ces aubes sont cultivées à partir d'alliages monocristallins de nickel et titane. Elles fonctionnent au-delà du point de fusion du métal dont elles sont faites et ne fondent que grâce à des orifices microscopiques par lesquels circule en permanence de l'air froid. Si un seul se bouge de poussière lors de l'assemblage, la turbine explose en quelques secondes. L'armement pose tout autant de défis. Les chasseurs conventionnels accrochent missiles et bombes sous les ailes. Mais pour un avion furtif, c'est impensable. Chaque missile agit comme un énorme réflecteur radar. Les ingénieurs ont donc dissimulé tout l'armement dans des soutes internes spéciales. Les trappes doivent s'ouvrir à haute vitesse, larguer le missile et se refermer en une fraction de seconde. Concevoir un mécanisme capable, à 2000 km/h, d'ouvrir un volet contre un flux d'air démentiel, sans se disloquer ni se bloquer, fut un drame d'ingénierie à part entière, qui a exigé des années d'essais et des millions de dollars. Le prix de toute cette splendeur atteint des proportions absurdes. Un seul chasseur coûte entre 80 et 150 millions de dollars. Mais le plus comique commence après livraison. 1 heure de vol coûte aux contribuables environ 40 000 dollars. L'essentiel va à l'entretien du capricieux revêtement furtif. Après chaque sortie, les techniciens examinent minutieusement chaque centimètre carré de carlingue. Si la friction de l'air ou un insecte crée une fissure dans la peinture, l'avion rejoint un hangar spécial où les techniciens rebouchent manuellement les dégâts avec un enduit secret qui coûte plus cher que l'or pur. Le béton sous lui ne se fissure pas, il fond. La table de lancement, en béton armé, se transforme en cratère après un seul allumage. C'est pour ça qu'on la noie sous l'eau. Des centaines de tonnes par seconde, une cascade entière, juste pour que le sol n'explose pas. Le jet qui sort de la tuyère dépasse les 3000 degrés Celsius, près de 6000 degrés Fahrenheit. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. Plus chaud que le point de fusion du cuivre dont sont faites ses propres parois. Selon toutes les lois de la physique, cette machine devrait se faire fondre elle-même dès la première seconde. Elle ne fond pas. 700 tonnes de poussée par une seule tuyère. Presque 3 tonnes de carburant brûlé chaque seconde. Une pièce de métal de 6 mètres de haut, près de 20 pieds. Je vais te montrer le moteur de fusée le plus puissant jamais construit par l'homme. Et l'astuce grâce à laquelle un morceau de métal survit dans un enfer qui aurait dû le tuer sur l'instant. Pour saisir l'échelle, il faut se mettre à côté. On parle du F1, le moteur qui a emmené des hommes sur la Lune. Il mesure près de 6 mètres de haut, presque 20 pieds, et pèse plus de 8 tonnes à vide, environ 18 000 livres. À première vue, c'est un entonnoir géant en métal. Mais quand il s'allume, il dévore 2,5 tonnes de carburant chaque seconde. 2,5 tonnes chaque seconde. Une piscine entière de kérosène et d'oxygène liquide disparaît le temps de prononcer un seul mot. Et d'un seul moteur sortent 700 tonnes de poussée. La fusée Saturne V en montait 5 côte à côte. Et ensemble, ils soulevaient une tour de métal aussi haute qu'un immeuble de 30 étages. La force combinée dépassait les 3000 tonnes. Ce n'est pas un moteur, c'est un tremblement de terre maîtrisé. Mais c'est là que ça cloche. Pour produire une telle poussée, à l'intérieur de la chambre de combustion, la température avoisine les 3200 degrés Celsius,
presque 6000 degrés Fahrenheit. Retiens ce chiffre. Maintenant, regarde de quoi sont faites ces parois. De cuivre et d'alliage d'acier. Le cuivre fond vers 1000 degrés, l'acier autour de 1400. Autrement dit, la paroi doit travailler dans un gaz 2000 degrés plus chaud que la température à laquelle elle-même devient une flaque. N'importe quel enfant te dirait « impossible ». Et pourtant, elle est là, elle tient, seconde après seconde. Pendant qu'à l'intérieur, rugit un feu plus chaud que la surface de bien des étoiles. L'astuce s'appelle le refroidissement régénératif et elle est d'une beauté sournoise. Avant de brûler le carburant, on fait passer ce carburant glacé à l'intérieur même des parois du moteur. Les parois ne sont pas pleines, elles sont traversées par des centaines de canaux minuscules, comme les veines d'une main, soudés l'un contre l'autre. Le kérosène froid, ou le méthane liquide à plus de 100 degrés sous zéro, entre près de la bouche du moteur, remonte par la zone la plus chaude, la gorge, et emporte la chaleur avant que le métal n'ait le temps de fondre. Autrement dit, le même liquide qui, dans un instant, va s'enflammer, commence par sauver la paroi de l'incendie qu'il va lui-même provoquer. Dehors, 3000 degrés de gaz. À l'intérieur de la paroi, un carburant presque congelé à quelques centimètres de là. Et entre les deux, une feuille de métal de l'épaisseur d'une pièce de monnaie qui n'a pas le droit de céder. Si un seul canal lâche, le moteur explose. Ici commence l'ingénierie la plus chère de la planète. Maintenant, monte encore d'un cran. Il existe un moteur moderne qui va encore plus loin. Le Raptor, de l'entreprise de fusée d'Elon Musk. Lui ne brûle pas du kérosène, il brûle du méthane liquide, et selon un cycle que presque personne n'avait réussi à dompter. La combustion étagée à flux intégral. Ça sonne comme du jargon, mais ça veut dire une chose brutale. Absolument tout le carburant et tout l'oxygène sont transformés en gaz chaud avant d'entrer dans la chambre, pour que rien ne soit gaspillé. La pression à l'intérieur grimpe au-delà de 300 atmosphères. 300! C'est comme poser le poids d'une voiture sur chaque centimètre carré de paroi. Pendant des années, les ingénieurs soviétiques et américains ont essayé puis abandonné. Le moteur se consumait de l'intérieur. Et la fusée qu'il utilise n'en porte pas un. Elle en porte 33, allumées en même temps sous une seule structure. 33 enfers synchronisés à la milliseconde. Et toute cette puissance est dangereuse jusqu'au sol lui-même. Quand un de ces moteurs s'allume au sol, en dessous se forme un enfer de gaz et de poussière à plus de 1000 degrés, projeté plus vite que le son. C'est pourquoi, sous la rampe, on creuse une fosse énorme et on déverse des centaines de tonnes d'eau par seconde pour amortir l'onde sonore. Parce que le bruit lui-même est une arme. Les vibrations acoustiques peuvent rebondir contre la fusée et la briser en morceaux avant même le décollage. Lors d'un essai célèbre, un allumage sans assez d'eau a arraché des dalles de béton de la taille d'une voiture et les a projetées à des centaines de mètres. Fabriquer un de ces moteurs est un monde à part. Les chambres ne se coulent pas d'une pièce. Elles se construisent tube par tube. Des centaines de tubes d'alliage, cintrés à la main, et soudés les uns aux autres jusqu'à former la cloche. Et chaque soudure doit être parfaite, parce que c'est par là que circulera le carburant qui refroidit la paroi. Les pièces internes sont usinées avec des tolérances de quelques microns, plus fines qu'un cheveu humain. Et aujourd'hui, ce qu'on fondait et tournait autrefois pendant des mois, on imprime. Une imprimante à métal, couche de poudre après couche de poudre, fait croître au laser des pièces de forme impossible. Ensuite, chaque moteur passe au banc d'essai. On l'attache à une structure d'acier ancrée dans la roche, on l'allume à pleine puissance
et on le laisse rugir, tandis que des dizaines de capteurs mesurent vibration, température et pression en 40 points à la fois. Un essai d'allumage peut coûter le prix d'une maison. Et parfois, après tout ça, le moteur lâche et il faut repartir de zéro. Car développer un moteur de ce niveau coûte des milliards de dollars, étalés sur des décennies d'essais, d'explosions et de refonte. Et voici le paradoxe le plus cruel. La plupart de ces moteurs ne servent qu'une seule fois. Ils s'allument pendant 2 ou 3 minutes, soulèvent la fusée et tombent dans l'océan pour ne jamais revenir. 700 tonnes de poussée, des milliards en ingénierie, brûlant glorieusement pendant 160 secondes, puis au fond de la mer. C'est pour ça que la grande révolution d'aujourd'hui, c'est de faire revenir le moteur, le poser debout tout seul et le faire revoler. Réutiliser l'imposition. Mais la question de fond reste la même. Comment un morceau de métal survit-il dans un feu plus chaud que la lave, plus chaud que le métal dont il est fait? La réponse n'est pas un matériau magique, c'est une astuce. C'est faire passer le carburant lui-même, avant qu'il ne brûle, le long des parois, pour qu'il emporte la chaleur. C'est équilibré au millimètre 3000 degrés de gaz contre un liquide presque congelé, séparé par une feuille de l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Chaque fusée que tu vois décoller vers le ciel tient sur cet équilibre impossible, maintenu à chaque seconde de l'ascension. Le moteur le plus puissant, le plus chaud et le plus extrême jamais construit par l'homme. Et le seul qui, alors qu'il devrait se détruire lui-même, à la place, nous emmène dans l'espace. Si cette histoire t'a retourné la tête, laisse ton like et abonne-toi. Ici, on continue de montrer comment l'ingénierie moderne franchit chaque jour la ligne de l'impossible. Lorsque vous êtes assis dans un avion et que vous buvez un café à 10 000 mètres d'altitude, vous ne voyez qu'une surface blanche et lisse. Mais sous cette peinture se cache le résultat d'une force incroyable, dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes venus voir comment on presse les ailes et les fuselages. Et croyez-moi, les dimensions des machines ici vous donneront l'impression d'être des fourmis sur une aire de jeu pour enfants. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu où le métal devient comme de la pâte à modeler tiède, où la volonté humaine et la pression hydraulique forcent d'immenses structures à se plier selon l'angle voulu. Nous sommes dans l'une des plus grandes usines aéronautiques et je vous promets qu'après cet épisode, vous regarderez l'aile d'un avion avec un tout autre regard. Commençons par le monstre principal de cet atelier, une presse hydraulique géante. Cette bête fait la hauteur d'un immeuble de 5 étages et s'enfonce encore de 10 mètres sous terre pour tenir sur des fondations massives. Sa force atteint 50 000 tonnes. Prenez un instant pour y penser. 50 000 tonnes de pression sur une seule pièce. C'est comme si 20 000 éléphants piétinaient simultanément un morceau de métal. Pourquoi une telle brutalité ? C'est que les éléments porteurs de l'aile, les longerons, exigent une résistance hors du commun. Si vous vous contentez de découper une telle pièce dans un bloc d'aluminium, elle restera fragile. Mais si vous la comprimez sous presse, la structure du métal se transforme, les fibres se densifient, et la pièce acquiert la capacité d'encaisser des charges extrêmes, au décollage ou en pleine turbulence. Nous observons en ce moment même une ébauche chauffée en alliage d'aluminium, généralement du duralumine additionné de cuivre et de magnésium, qui s'engage lentement sous la presse. La température de la pièce atteint environ 450 degrés Celsius. C'est le moment où le métal n'est déjà plus rigide, mais n'a pas encore commencé à fondre. L'énorme matrice s'abaisse et vous sentez la vibration même à travers les semelles de vos baskets. En quelques secondes, ce qui n'était qu'une plaque informe se transforme en un longeron élégant de 25 mètres de long, avec une précision de fabrication d'un dixième de millimètre.
C'est une alliance spectaculaire de force brute et de précision d'orfèvre. Mais l'aviation moderne, ce n'est pas que de l'aluminium. Si nous tournons la tête vers la droite, nous découvrons un processus tout à fait différent, qui évoque la confection d'une gigantesque pâte feuilletée. Nous sommes dans la fabrication de pièces composites pour le fuselage et les ailes des avions de ligne actuels. Ici, pas de presse au sens classique, mais une pression d'un autre ordre. On y utilise la fibre de carbone. Observez ces machines automatisées. Elles enroulent de fines bandes de fibres de carbone sur un moule gigantesque qu'on appelle mandrin. Chaque bande est imprégnée d'une résine spéciale. Puis, l'ensemble de cette structure, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et 6 mètres de diamètre, est enveloppé d'un film sous vide avant d'être envoyé dans un autoclave. L'autoclave est en substance un four géant sous pression. Nous nous tenons actuellement devant sa porte, qui ressemble à un sas de vaisseau spatial. À l'intérieur, on crée une pression de 10 atmosphères et une température d'environ 180 degrés. Sous l'effet de cette pression, les couches de composite carbone se compactent si étroitement qu'elles ne forment plus qu'un bloc monolithique. Après plusieurs heures de cette cuisson, nous obtenons une section de fuselage 20% plus légère que l'aluminium, tout en étant plusieurs fois plus résistante. Cela permet aux avions de consommer moins de carburant et de voler sur de plus longues distances. Passons maintenant à l'atelier d'assemblage, où ces pièces deviennent un organisme unique. Nous assistons ici au processus de rivetage. Autrefois, des ouvriers armés de marteaux pneumatiques s'en chargeaient, dans un vacarme à vous rendre sourd en 5 minutes. Aujourd'hui, ce travail est confié à d'énormes robots, les positionneuses. Elles se déplacent le long de l'aile avec une précision de quelques micromètres. Chacune de ces machines peut poser plusieurs milliers de rivets en une seule journée. Une aile moyenne de gros porteurs peut en compter jusqu'à 400 000. Le robot perce d'abord un trou, l'enduit ensuite d'un mastic spécial, insère le rivet, puis le presse avec une force calculée au plus juste. Vous vous demandez sans doute pourquoi on ne soude pas tout simplement un avion. La réponse tient à la physique du vol. En plein ciel, l'appareil respire en permanence. Le fuselage se dilate et se contracte sous l'effet de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, tandis que les ailes fléchissent de plusieurs mètres. Dans ces conditions, les soudures se couvriraient très vite de fissures de fatigue et finiraient par céder. Le rivetage, lui, permet aux pièces de jouer légèrement l'une par rapport à l'autre, préservant ainsi l'intégrité de la structure pendant 25 voire 30 ans d'exploitation. Observons un banc d'essai, où les ailes sont soumises à des tests de résistance. Le spectacle n'est pas pour les âmes sensibles. Une aile terminée est fixée dans un bâti spécial, puis des vérins hydrauliques puissants commencent à la tirer vers le haut. Vous voyez l'extrémité de l'aile s'élever de plus en plus haut. 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. On croirait qu'elle va se briser dans un fracas retentissant. Mais les ingénieurs restent sereins. Ils savent que l'aile d'un avion de ligne moderne doit supporter une flexion, dépassant d'une fois et demie la charge maximale possible en pleine tempête. Certaines ailes peuvent ployer de près de 7 ou 8 mètres avant que la rupture ne s'amorce. Autre étape cruciale, le traitement anti-corrosion. Une fois sorties de la presse, les pièces sont plongées dans d'immenses cuves d'électrolyte. C'est le processus d'anodisation. À la surface de l'aluminium se forme une couche protectrice d'oxyde qui empêche l'humidité et le sel atmosphérique de ronger le métal. Ces bassins mesurent 30 mètres de long et peuvent accueillir des segments entiers de la future aile. On applique ensuite un apprêt spécial, d'un jaune vif ou d'un vert éclatant. Vous avez sans doute déjà vu des avions dans cet état, sur des vidéos de chaînes d'assemblage. C'est la dernière couche de protection. Regardez cette pièce, c'est une nervure. Il y en a des dizaines dans une aile. Elle forme son squelette interne, comme les côtes chez l'homme. Autrefois,
Les nervures étaient assemblées à partir de cornières et de feuilles de métal séparées, reliées par des milliers de boulons. Aujourd'hui, grâce à des presses puissantes et à des fraiseuses de haute précision, on les fabrique d'un seul tenant à partir d'énormes plaques d'aluminium. Nous prenons une plaque de 3 tonnes, nous la pressons, puis la machine retire tout le superflu, ne laissant qu'une structure ajourée de 90 kg seulement. Cela permet d'éviter les assemblages inutiles et donc les points de rupture potentiels. Moins de pièces, plus de fiabilité. Nous longeons à présent la section où l'on assemble le fuselage. Vous voyez ces immenses anneaux? Ce sont les cadres. Ils définissent le profil transversal de l'appareil. Ils sont également fabriqués par pressage à chaud pour garantir une géométrie parfaite. Une fois tous les couples positionnés à l'aide de niveaux laser, avec une précision au dixième de millimètre, on commence à poser les feuilles de revêtement. Chacune de ces feuilles présente une courbure complexe et est formée sur des presses d'étirage spéciales. La feuille de métal est serrée des deux côtés et littéralement tendue sur le moule, comme une peau sur un tambour. Ce n'est qu'alors qu'elle épouse parfaitement la structure de l'appareil. Merci de votre attention. N'oubliez pas les likes et les commentaires. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Un drone qui coupe le prix d'un téléphone bas de gamme détruit une machine de combat qui vaut plusieurs millions de dollars. Un appareil d'environ 2 kg, soit 4 livres et demi, contre 45 tonnes de blindage, c'est-à-dire 100 000 livres de métal. Et on en fabrique des milliers chaque semaine. Pendant des décennies, la logique de l'ingénierie était simple. Plus la machine coûte cher, plus elle est forte. D'immenses ateliers assemblés pendant des années une seule plateforme blindée, bourrée d'électronique hors de prix. Chaque boulon selon le plan, chaque assemblage vérifié au microscope, chaque pièce avec son certificat. Et puis quelqu'un a assemblé sur une table ordinaire un petit engin à 4 moteurs, fait de plastique bon marché et des mêmes puces qui partaient autrefois dans les jouets et les machines à laver. Il y a boulonné une charge. Et ce jouet, à quelques centaines de dollars, a rayé d'un trait le travail de milliers d'ingénieurs. Ça paraît absurde, je sais. Mais la technologie clé ici, ce n'est ni le blindage, ni les matériaux, ni la précision au millimètre. La technologie clé, c'est le prix ridicule. Multiplié par une chaîne de montage qui ne s'arrête jamais. On va entrer dans cet atelier où un de ces appareils naît en quelques minutes. Tu vas voir pourquoi l'électronique la plus chère de la planète s'est retrouvée sans réponse face à un morceau de plastique à 300 $. Et pourquoi la vraie bataille entre fabricants se joue sur une pièce de la taille d'un ongle. Si tu jettes un œil dans une usine moderne de drones de combat, tu n'y trouveras ni haut fourneau ni presse géante. Ça ressemble bien plus à un atelier d'électroménager bon marché qu'à une usine d'armement. La ligne tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et son seul objectif est de sortir le maximum d'unités en un minimum de temps. Sur de longues tables, des rangées de gens travaillent. L'un soude les fils au moteur, l'autre glisse la carte de commande dans le châssis. Un troisième serre 4 vis. Les opérations sont primitives et identiques. Et c'est précisément pour ça qu'on peut les répéter 1000 fois d'affilée. Assembler un appareil complet prend quelques minutes. Ici, personne ne contrôle chaque vis au microscope et aucun inspecteur militaire ne surveille l'ouvrier. Si un appareil sur 100 tombe à cause d'un fil défectueux, ça n'empêche personne de dormir. Le coût est dérisoire et les 99 autres feront le travail. Et c'est là que se cache le conflit qui casse toute l'économie classique de l'armement. Avant, pour atteindre une cible à quelques kilomètres, c'est-à-dire 2 ou 3 000, il fallait un missile de précision qui coûtait à partir de 100 000 $, ou un obus d'artillerie qui exige de la poudre rare, du métal et une usine à cycle complet. Aujourd'hui, la même tâche est réglée par un appareil à 400 ou 600 $ assemblé avant-hier.
Fais le calcul toi-même. Un lanceur ou une station de guidage coûte des dizaines de millions de dollars. Un seul missile intercepteur tourne autour de 4 millions. Et parfois, ce missile à 4 millions doit abattre un petit avion en plastique qui vaut le prix d'une paire de baskets. L'arithmétique est si brutale que les systèmes de défense coûteux perdent économiquement avant même d'avoir tiré. Et attention, ce n'est pas que la technique soit mauvaise, elle fonctionne très bien. Elle a simplement été conçue contre un adversaire tout autre, gros, cher et bien visible sur le radar. Or, ce qui est arrivé, c'est du bon marché, du minuscule et en quantité auquel personne ne s'était préparé. Fabriquer des drones en très grande série est un métier rare, et très peu de pays maîtrisent le cycle complet des composants clés. Le problème ne vient pas des châssis qu'on imprime sur n'importe quelle imprimante tridimensionnelle ou qu'on découpe dans une plaque. Le problème, ce sont les puces, les contrôleurs de vol et les moteurs s'emballer. Ce marché est tenu par une poignée de géants, et si une usine perd l'accès aux puces de la taille d'un ongle, la chaîne s'arrête en quelques jours. Pas en un an, pas en un mois, en quelques jours. Du coup, les fabricants mènent une guerre silencieuse sur les contrats d'achat. Ils raflent des lots de moteurs par millions d'unités via de petites sociétés intermédiaires, en déguisant les commandes en besoins de fabricants de jouets ou de matériel agricole. Un même carton de moteur peut changer 3 fois de propriétaire avant d'arriver à l'atelier. La deuxième partie de l'équation, c'est l'humain derrière la commande. Pour former l'opérateur d'un système anti-aérien lourd, il faut des mois, souvent des années, et du matériel hors de prix rien que pour l'entraînement. Pour apprendre à quelqu'un à piloter un petit appareil, 2 à 4 semaines suffisent, sur un simulateur d'ordinateur ordinaire, avec un joystick en plastique entre les mains. Ensuite, cette personne s'installe dans un abri à quelques kilomètres de là, encore une fois 2 ou 3 000, met un casque sur les yeux et voit le monde par la caméra d'un engin qui file à 120 km/h, soit 75 000 à l'heure. La barrière d'entrée est tombée au niveau d'un jeu vidéo. Et c'est ça, bien plus que l'explosif, qui a rendu cette technologie massive. Les ingénieurs des grands groupes de défense, évidemment, ne sont pas restés les bras croisés. Ils construisent des systèmes de guerre électronique, des stations qui brouillent le signal de commande et coupent le lien entre l'appareil et son opérateur. Et là commence un ping-pong technologique où le camp bon marché avance beaucoup plus vite. Dès qu'un brouilleur puissant apparaît sur une bande donnée, les constructeurs ressoudent les cartes et basculent sur d'autres fréquences. Ensuite, les appareils apprennent à sauter de canal en canal, en plein vol, plusieurs fois par seconde. Puis, entre en scène la vision par ordinateur la plus rudimentaire qui soit. Un module à 100 ou 200 $ reconnaît la silhouette d'un véhicule et amène l'appareil jusqu'à la cible tout seul, même sans le moindre signal venu de l'extérieur. Le brouilleur finit par brouiller quelque chose qui n'existe plus, les ordres d'un opérateur devenu inutile. L'échelle de cette course a de quoi donner le vertige. Un seul grand programme de production sort entre 50 000 et 100 000 appareils par mois, et ce n'est même pas le plafond. Multiplie par 12 mois et tu obtiens des millions d'unités, d'une machine qui coûte moins cher qu'une machine à laver, mais qui oblige à réécrire les manuels. L'épaisseur du blindage a cessé d'être l'argument principal. Gagne celui dont la chaîne tourne le plus vite et dont les ingénieurs savent économiser sur chaque pièce sans perdre la fonction. Ce n'est plus une compétition entre armées, c'est une compétition entre usines. Passons à l'atelier, étape par étape. Tout commence par la découpe. Des fraiseuses à commande numérique haute vitesse ou des lasers taillent de grandes plaques de fibres de carbone et de stratifiés d'environ 3 mm d'épaisseur, à peu près 1/8 de pouce. En quelques secondes, il en sort des dizaines de châssis fins, légers et rigides. C'est le squelette du futur appareil.
En parallèle, sur la ligne d'à côté, les presses à injection crachent sous pression des milliers d'hélices en plastique. La couleur, tout le monde s'en moque. Gris, vert, peu importe. Seul compte la géométrie de la pale, parce qu'elle va devoir brasser l'air à 20 ou 30 000 tours par minute. Vient ensuite la zone de brasage, le cœur et le système nerveux. Sur la ligne arrivent des circuits imprimés, souvent commandés dans des usines civiles sous couvert de contrôleurs pour voitures radiocommandées. Une machine dépose la pâte à braser. Un bras manipulateur place à toute vitesse les puces, les gyroscopes et les baromètres. La carte passe dans le four de refusion, où la température se tient autour de 250 degrés Celsius, presque 500 degrés Fahrenheit. Et les composants s'accrochent définitivement. Aucun standard militaire de protection, de l'électronique grand public ordinaire, qui doit juste survivre aux 10 ou 15 minutes de son unique vol. Puis les moteurs. C'est la pièce la plus critique de tout l'appareil. Les moteurs sans balai sont bobinés par milliers chaque jour. Fils de cuivre très fins et aimants au néodyme bien puissants. Le moindre déséquilibre au bobinage et le moteur crame par surchauffe dès le décollage. Donc, c'est ici que le contrôle est le plus sévère de toute l'usine. L'assemblage final est volontairement prosaïque. L'ouvrier prend le châssis, fixe les 4 moteurs, monte la carte au centre, branche la caméra et l'émetteur vidéo. Toute la structure tient avec des colliers en plastique et du ruban double face. Pas de boulon en titane, ni de colle spatiale. Un collier à quelques centimes tient la carte tout aussi bien. Dernière étape, chaque appareil est relié par un câble à un ordinateur. Le programme charge dans le microcontrôleur les algorithmes de stabilisation et le réglage des canaux de communication. Puis, direction le banc d'essai, qui n'est rien d'autre qu'une caisse fermée par un filet où les moteurs montent à pleine puissance pendant exactement 5 secondes. S'il répond aux commandes, ne fume pas et garde son équilibre, on le décroche et on le range dans un carton de 10 unités. On les tasse serrés comme des chaussures bas de gamme. Dans quelques jours, ces cartons partiront vers les dépôts où l'on boulonnera la charge utile sur ces châssis en plastique. Et le jouet, à quelques centimes, deviendra une machine à laquelle personne n'a encore trouvé de réponse aussi bon marché. Salut les amis! Me voici devant cette énorme Champ. Vous savez, cette fusée qui n'explose pas, mais qui coupe tout sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur, décortiquer chaque détail pour voir ce qui s'y cache. Et je vous raconterai tout tel que je l'ai vécu à l'usine. J'ai déjà visité un paquet de sites de ce genre, et cette fusée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, embarquons pour la visite. Champ n'est donc pas un missile ordinaire, mais un véritable concentré de haute technologie développé par Boeing pour l'US Air Force. Son nom complet est Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, mais nous n'allons pas nous embarrasser de ces longues formules, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'il embarque une arme à micro-ondes capable de neutraliser l'électronique ennemie sans la moindre explosion. Imaginez, il vole en silence, tel un fantôme, et soudain, bam! Ordinateur, radar, système de guidage tombent en panne à des dizaines de kilomètres à la ronde. J'ai vu une démonstration sur stand. Le missile décolle depuis un avion, manœuvre, puis libère une impulsion de plusieurs millions de watts. L'efficacité est stupéfiante, sans éclat ni incendie. Les tirs d'essai de l'année 2030 ont été concluants. Le missile a survolé la zone test et neutralisé des systèmes entiers en un seul passage, ordinateur compris. Les chiffres exacts de production sont classifiés, mais le programme se poursuit depuis 2009 sous l'égide de l'Air Force Research Laboratory. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis glissé dans l'atelier de fabrication, où s'assemblent ces merveilles technologiques, et voici ce que j'ai vu. Le cœur du missile, c'est un générateur micro-ondes de haute puissance, quelque chose comme un oscillateur à relaxation,
ou un magnétron, qui crée une impulsion d'ondes électromagnétiques. Ces ondes pénètrent dans les appareils par les antennes, les fentes ou les câbles, et grillent les circuits sensibles. Le générateur fonctionne à des fréquences en gigahertz, produisant des impulsions d'une durée de nanosecondes, mais avec une énergie capable de calciner l'électronique sur des milliers de mètres carrés. J'ai touché le panneau. Le métal était froid, mais à l'intérieur bouillonne une telle puissance que sans blindage spécial, vous ne survivriez pas. Le corps du missile est en composite à base de carbone, pesant environ 2 tonnes pour une longueur de 7 mètres et un diamètre inférieur à 1 mètre. Elle est aérodynamique, dotée d'ailettes pour manœuvrer jusqu'à 20 km d'altitude. À l'intérieur, des compartiments de carburant. Un propulseur à combustible solide la projette d'abord en altitude, puis un moteur de croisière à carburant faible s'enclenche pour un vol de précision. J'ai jeté un œil dans le compartiment moteur. Valves, turbines, tout poli jusqu'à l'éclat, comme une œuvre d'orfèvrerie. Le carburant est un mélange à haute densité énergétique, calibré pour une portée de 2 km. Le système de guidage, c'est une autre histoire. Ici, gyroscope laser, navigation inertielle et module GPS protégé contre les brouillages. Le missile choisit lui-même ses cibles, radar, poste de commandement ou drone. Les ingénieurs l'ont testé sur banc d'essai. Il pivote de 30 degrés par seconde, tel un bolide de course. Et l'électronique à bord repose sur des puces dernière génération, résistantes à leurs propres impulsions. Je les ai entendus plaisanter. Ce truc coupe les ordinateurs ennemis, mais garde son smartphone allumé. Passons maintenant au mécanisme. L'ogive n'est pas un explosif, mais une antenne qui se déploie en vol comme un parapluie, élargissant la zone de frappe. Derrière, des batteries lithium-ion accumulent l'énergie pour le générateur. Je les ai vues en charge, des milliers de volts sous tension, mais tout reste isolé. Le refroidissement est liquide, au fréon, car les micro-ondes produisent énormément de chaleur. L'ensemble est scellé dans une coque hermétique, capable d'encaisser des accélérations 20 fois supérieures à la gravité terrestre. Tout commence par la structure. Dans l'atelier, les ouvriers revêtus de combinaisons de protection manipulent des composites à base de carbone, légers mais résistants comme du fil d'acier. Ces panneaux forment une coque de 7 mètres de long, assemblée par des boulons à revêtement de titane. J'étais là, à observer les machines laser découper la matière au millimètre près. Pas un gramme de trop. La structure est testée en résistance. Placée sur un banc d'essai, elle subit des simulations de surcharge, comme si la fusée filait déjà à Mach 2. S'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure, toute la structure est mise au rebut. Cela prend une journée entière, car le séchage du composite s'effectue à 100 degrés Celsius dans des autoclaves de la taille d'une pièce. Ensuite vient le plus intéressant. L'électronique est insérée à la main. Les machines sont ici impuissantes, car la délicatesse est cruciale. Des puces de la taille d'un ongle ne supportent pas une manipulation brutale. Les ingénieurs, gantés d'antistatiques, montent les cartes. D'abord le système de contrôle avec gyroscope, puis le générateur à micro-ondes. Chaque fil est tressé dans un câble blindé pour éviter que les impulsions ne se perturbent mutuellement. J'ai vu un technicien souder des contacts sous microscope. Les mains tremblent, mais l'expérience lui permet de rester stable. L'électronique comprend des milliers de composants. Condensateur pour accumuler l'énergie, transistor pour générer des ondes en gigahertz. Le montage dure 1 semaine, entrecoupé de contrôles. Des multimètres scannent chaque ligne au plus près pour éviter tout court-circuit. Après cela, vient l'épreuve des chambres à vide. Ces cuves géantes reproduisent l'espace. On y pompe l'air jusqu'à atteindre une pression d'1 millimètre de mercure. On y fait descendre la température à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Puis, on lance la roquette en vol. Les chambres ont la taille d'un camion. Leurs hublots sont en verre de quartz.
Une fois le vide établi, on active le générateur. Les micro-ondes fusent, mais les parois blindées contiennent tout en sécurité. Les capteurs enregistrent température, vibration, impulsion. Si le générateur délivre moins d'1 million de watts, c'est retour à l'atelier. J'ai entendu le ronronnement, grave, comme le bourdonnement d'une abeille géante. Les tests sont répétés 3 fois, avec des pauses pour refroidir le tout par liquide. À l'usine, j'ai parlé avec les ouvriers. Ils sont fiers. L'assemblage se fait par étapes. D'abord la structure, puis l'électronique insérée à la main, car les automates ne parviennent pas à la délicatesse requise. On teste dans les chambres à vide, en simulant le vol. Une seule erreur, et c'est toute la série qui repart en fabrication. Le coût d'une roquette se compte en millions de dollars, mais l'effet en vaut la peine. Imaginez un combat où le matériel ennemi s'éteint tout simplement, comme une bougie sous le vent. J'ai fait un dernier tour autour du missile. La surface est lisse, dotée d'une protection thermique pour des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 2. En dessous, les fixations pour un lancement depuis un bombardier B-52. À l'intérieur, outre le système principal, il existe des systèmes de secours. Si le générateur tombe en panne, le missile peut effectuer des manœuvres de repli ou s'auto-détruire. La sécurité avant tout, car ce n'est pas un jouet. La visite s'achève, mais les impressions demeurent. Le champ révolutionne les règles du jeu dans la guerre moderne, sans effusion de sang, mais avec un contrôle total. Si vous aimez la technologie comme moi, c'est un spectacle à ne pas manquer. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quelle sera notre prochaine destination ? Une usine de microprocesseurs ou de sous-marins peut-être ? Rendez-vous sur de nouveaux sites. Chaque année dans le monde, des millions de tonnes de métaux traversent des fours à plus de 1000 degrés pour se transformer en ce que nous utilisons au quotidien, des voitures aux avions. Mais si je vous disais que certains de ces matériaux sont plus légers que le plastique, d'autres plus lourds que l'or, et que certains peuvent survivre aux conditions de l'espace? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le magnésium, le tungstène et le titane naissent de l'eau de mer, de la poudre et de la roche. Et le plus fascinant, un fait sur ces métaux changera votre regard sur les objets du quotidien. Restez avec nous, et vous comprendrez ce dont presque personne ne parle. Commençons par le magnésium. On me conduit dans un atelier qui ressemble un peu à la cuisine de géants. D'immenses réservoirs, des tuyaux qui courent le long des murs, et le mouvement lent d'une masse qui, il y a peu encore, était de l'eau de mer ou de la roche. Ici, le magnésium n'apparaît pas subitement. Il parcourt un long chemin. Je regarde la matière première entrer dans les fours, et la température y est telle que, même à plusieurs mètres de distance, on sent la chaleur sur sa peau. Plus de 1000 degrés Celsius, et ce n'est là qu'une des étapes. Lorsque le magnésium finit par se dégager, il ressemble à un métal argenté, dont la surface est très calme. C'est un peu trompeur, car je sais que si on l'enflamme, il produit une lumière si vive qu'il devient difficile de la regarder, même avec une protection. Ensuite, on me montre les lingots. J'en prends un dans mes mains, et c'est là que le cerveau commence à se disputer avec lui-même. Il pèse moins qu'on ne s'y attendrait. Vraiment, on a l'impression qu'on vous a donné une réplique. Le magnésium est plus léger que la plupart des métaux, et même certains plastiques semblent plus lourds. Pourtant, on l'utilise dans des pièces qui supportent des charges, des chocs et des vibrations. À mes côtés, un ingénieur m'explique qu'une voiture moderne peut contenir jusqu'à 10 kg de magnésium, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Je me surprends à penser que voici un cas où la légèreté n'est pas un compromis, mais un atout. Nous passons dans un autre atelier, et l'atmosphère change du tout au tout. Si le magnésium paraissait léger, presque aérien, le tungstène en est l'exact opposé. Lourd, dense, il semble fait pour résister à tout. On me tend un petit morceau, et il pèse bien plus lourd qu'on ne l'imaginerait pour sa taille.
Le point de fusion dépasse ici 3400 degrés Celsius. Nous sommes dans une toute autre dimension. On ne le fond pas au sens classique. On le travaille par métallurgie des poudres. J'observe comment une fine poudre est compressée dans un moule, puis fritée au four, et se transforme progressivement en métal dense. On dirait presque un tour de magie, seulement très lent et très maîtrisé. Mais le plus fascinant arrive ensuite, le titane. Ici, tout évoque quelque chose entre un laboratoire et une installation spatiale. La production de titane, c'est une histoire de pureté et de contrôle. La matière première est traitée de manière à éliminer toutes les impuretés, et cela prend du temps. Les réacteurs sont fermés, l'atmosphère à l'intérieur est contrôlée, car le titane réagit très activement avec l'oxygène à haute température. J'observe le processus de réduction, où le métal traverse plusieurs étapes avant de devenir ce matériau brillant que l'on utilise ensuite dans les avions et les implants médicaux. Lorsqu'on me montre les lingots de titane, je me surprends à nouveau avec une sensation étrange. Ils ont l'air solides, importants, mais en même temps pas si lourds que ça. Le titane est environ 2 fois plus léger que l'acier, tout en rivalisant avec lui en termes de résistance. Et c'est précisément ce qui le rend si précieux. Imaginez à quel point il est important de réduire le poids d'un avion, ne serait-ce que de quelques centaines de kilogrammes. C'est une économie de carburant, c'est une plus grande autonomie de vol, c'est une efficacité différente. Je marche entre les ateliers et je pense à quel point ces matériaux sont différents. Le magnésium, léger et rapide, le tungstène, lourd et obstiné, le titane, équilibré et précis. Et pourtant, ils naissent tous de la même idée. Prendre ce qui existe dans la nature et le contraindre à travailler selon nos conditions. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque degré de température, chaque minute d'usinage, chaque mouvement de la machine, tout est calculé. À la fin, je sors dans la rue et après le bruit des ateliers, le silence me frappe presque. Je regarde les choses ordinaires autour de moi, les voitures, les bâtiments, les machines. Et je comprends qu'à l'intérieur de tout cela, ces matériaux sont déjà présents. Ils ne criment pas leur existence, n'attirent pas l'attention, mais sans eux, tout fonctionnerait autrement. Le magnésium est le 8e élément le plus abondant dans la croûte terrestre, et en même temps, l'un des métaux les plus massifs de l'océan mondial. Dans chaque mètre cube d'eau de mer, se trouve dissous environ 1 kg de magnésium. Cela peut sembler peu, mais si l'on considère l'échelle des océans, il s'agit déjà de billions de tonnes de matières premières potentielles. C'est pourquoi les pays ayant accès à la mer développent activement cette production, bien qu'elle nécessite beaucoup d'énergie. Justement, parlons d'énergie. La production d'une tonne de magnésium peut exiger plus de 10 000 kWh d'électricité. C'est à peu près ce qu'un appartement moyen consomme en plusieurs années. Un approvisionnement électrique bon marché fait donc toute la différence. Sans surprise, près de 85% du magnésium mondial est aujourd'hui produit en Chine. Avec le tungstène, l'histoire est encore plus fascinante. C'est l'un des métaux les plus réfractaires de la planète, et sa température de fusion dépasse 3400 degrés Celsius. À titre de comparaison, l'acier fond aux alentours de 1500 degrés. C'est précisément pour cette raison que le tungstène est utilisé là où d'autres matériaux capitulent tout simplement. Par exemple, les filaments incandescents des ampoules, les pièces de moteur fusée ou les outils d'usinage des métaux. De plus, il est si dense qu'un petit morceau peut peser autant qu'un gros élément en acier. Sa densité dépasse 19 grammes par centimètre cube, soit pratiquement celle de l'or. Le titane, quant à lui, paraît plus terrestre, mais ses chiffres sont tout aussi impressionnants. Il est environ 45% plus léger que l'acier, tout en pouvant atteindre une résistance équivalente, voire supérieure, dans ses alliages.
Dans un avion de ligne moderne, la proportion de titane peut représenter jusqu'à 15% de la masse structurelle. Ce n'est pas un hasard, car il résiste également à la corrosion. Même l'eau de mer ne lui fait pratiquement rien. C'est pourquoi on le retrouve dans les navires, les engins sous-marins et les implants médicaux, qui peuvent fonctionner dans le corps humain pendant des décennies. Il y a encore un aspect qui m'a particulièrement marqué. Si l'on compare l'empreinte carbone de la production, le magnésium et le titane sont encore désavantagés face à l'acier, en raison de la forte intensité énergétique des processus. Mais grâce à la réduction du poids des produits finis, ils permettent d'économiser du carburant et de l'énergie lors de leur utilisation. Par exemple, alléger un véhicule de 100 kg peut réduire la consommation de carburant de plusieurs pourcents. Et c'est là que commence une partie de longue haleine, où le matériau amortit son coût tout au long de son cycle de vie. Et un dernier fait qui résume bien toute cette histoire. Une automobile moderne moyenne contient déjà plus de 20 métaux différents, et la part des alliages légers augmente chaque année. Cela signifie que ces matériaux passent progressivement de la catégorie « quelque chose pour l'aviation » à notre vie quotidienne. Et le plus fascinant, c'est que nous ne le remarquons presque pas jusqu'au moment où nous nous retrouvons dans une usine et voyons comment tout cela naît de la pierre, de la poudre et de l'eau de mer. Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobiles aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau. Il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle.
Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent au point les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost. On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là. Le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision.
Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite.